Discret, minimaliste, transparent, presque invisible, le Louvre-Lens a été construit sur une ancienne mine, avec ce pari un peu fou, changer l'image d'une ville industrielle et lui apporter une nouvelle prospérité, partie avec le déclin de ses usines. À 24 ans, Claire a déjà eu plusieurs vies. Diplômée d'anglais, elle a enseigné pendant 2 ans avant de rejoindre les équipes du Louvre comme hôtesse d'accueil. Nos chaussures. De toute façon, on ne peut pas travailler en Doc Martens au musée. Trop rock'n'roll. Le secret. Faut être aimable et accueillant, c'est ce qu'on nous demande à la base. Avoir une patience d'ange aussi. Cette fille de mineur n'aura connu que quelques semaines le chômage, dans une ville où pourtant il atteint les 24%, une belle histoire qui a commencé le 4 décembre dernier. Là, pendant au tout début, on avait des journées à 10 000 personnes. Et le week-end qui a suivi, donc c'était 7 et 8 ou 8 et 9, je ne sais plus. Là, on avait... donc ça a été gratuit, toutes les parties étaient gratuites. Donc il y a eu énormément de monde également. Avant même l'ouverture des galeries ce jour-là, les plus motivés font déjà la queue, comme ces habitués du Louvre parisien venus découvrir l'antenne lensoise de leur musée préféré. Au moins passer la journée. Le train de Paris arrive à 9h. On va pouvoir passer toute la journée au musée. Donc en profiter au maximum. On ne fait que la journée à Lens. On rentre ce soir à Paris. En tout cas, c'est une très bonne idée de faire ça à Lens. Parce que pour la ville, enfin, et pour la région, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose d'avoir décentralisé et de faire d'aussi belles choses. Alors tu dis ça, mais tu sais pas du tout si ça sera une réussite. Hein. Ah bah si, ça va être Ça, tu sais rien du tout. Quand dans les commentaires sur Internet, elle a dit on se croirait à New York. Je me suis dit, mon Dieu, il n'y est jamais allé, c'est pas possible. Ils ont fait une espèce d'inflation sur le musée qui est un peu ridicule. Messieurs, dames, c'est ouvert. Allons-y. Je voudrais bien savoir où est la consigne. Alors avec les tickets que je vais vous donner, vous pourrez voir toutes les galeries. Ah, c'est parfait. Donc Rubens est juste là, vous aurez la galerie du temps au sud du hall d'accueil, à l'opposé. Alors là, j'ai eu beaucoup 78 et 34 ce matin. Donc 7 et autres. Ils viennent d'en bas, ils viennent du sud. Du sud et de l'étranger, Américains, Qataris, Japonais viennent désormais à Lens, inimaginable il y a encore quelques mois. Presque 1 million de visiteurs ont profité de l'accès libre et gratuit au musée la première année. 200 000 de plus qu'espéré, mais pour son tout jeune directeur, la satisfaction va bien au-delà des chiffres. On a ouvert avec une sorte de vaisseau amiral, de tête de gondole, qui était La liberté guidant le peuple, de Delacroix. Tableau extrêmement célèbre, extrêmement connu. Et on pouvait avoir la crainte que le public, en tout cas une partie du public, qui viendrait au musée juste pour dire « on a fait le musée », vienne, aille voir La liberté et ressorte. Dans les faits, ce que je retiens aujourd'hui des visites de nos visiteurs, c'est que ça n'existe pas. Les visiteurs, ils rentrent, ils butinent, ils découvrent les œuvres les unes après les autres. De ce point de vue-là, ça montre une vraie appropriation du musée.
De 35 quarts de touristes par an, on est passé à 35 par mois. Désormais, Lens est une étape incontournable pour les touristes belges. Voilà. Alors je vais distribuer donc un petit ticket que vous montrerez à l'entrée au gardien qui est à l'entrée du musée. Voilà. Voilà, pour les garder, ça vous fera une belle image. Une autre tablette, vous voyez, avec une écriture aussi très ancienne. Là, c'est du fait cuneife. Pas mal, pas mal. On découvre, on découvre. Non, c'est chouette, c'est bien. Je vais revenir parce que quand on va visiter, on ne sait pas voir ça en un jour, il faut voir ça plusieurs fois. Hein. Il aura fallu presque 10 ans et 200 millions d'euros pour que cet ambitieux projet de décentralisation culturelle voie le jour. En 2003, Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture de Jacques Chirac, propose l'idée d'une antenne régionale du Louvre. Arras, Calais, Boulogne, Amiens sont candidates. Finalement, c'est le site de l'ancien puits de mine de Lens qui est retenu. Et donc ce site de 20 hectares était vierge de toute construction, était abandonné depuis 1960 puisque la mine s'est arrêtée en 1960. On dit que quand la délégation est venue visiter le Louvre-Lens, il y a des dames qui habitaient, vous voyez les petites maisons qui sont là, des maisons de mine, qui voyant cette délégation se sont dit tiens, il y a du monde, je vais aller voir ce qui se passe. Alors elles sortent de chez elles et puis à ce moment le ministre, voyant ces dames devant leur porte, se rapproche de ces dames et là les dames vont dire au ministre, vous savez, monsieur le ministre, ce serait bien qu'on ait le musée à Lens parce qu'à Lens il n'y a rien du tout. Et alors, ce qui paraît, ce cri du cœur des femmes du peuple a beaucoup touché le ministre qui, du coup, eh bien, environ 6 mois après, a décidé d'attribuer le musée du Louvre à Lens. Une belle histoire avec ses légendes racontées par les guides et ses fantômes. Au mur, les images des mineurs défilent presque dans l'indifférence. Comme un ultime hommage à cette industrie qui a fait vivre le département et chauffer la France pendant 2 siècles. Un musée de renommée mondiale construit sur un site industriel dans une ville meurtrie, le projet frappe l'imaginaire et emporte l'adhésion. Mais au final, ce pari osé a-t-il déjà changé les choses? Ça a changé tout. Et ça n'a pas changé beaucoup. Ça a bouleversé, je pense, l'équation d'avenir du bassin minier, d'une zone d'1 million 500 000 habitants, parce qu'au fond, ce grand musée permet d'envisager ce qu'on appelle l'effet Bilbao. À Bilbao, qui était une ville industrielle rouillée, dépassée, le musée Guggenheim, son architecture flamboyante, ont mis en mouvement une dynamique d'avenir, une volonté de transformation qui a rencontré le succès. Le Louvre-Lens, c'est exactement le même pari. Dans la rue piétonne du centre-ville, mis à part le stationnement devenu payant, rien n'a changé ou presque. Beaucoup de rideaux restent fermés. Ce marchand forain, depuis 20 ans qu'il vend des confiseries, n'a plus le cœur à l'ouvrage. Et l'arrivée du Louvre n'y a rien changé pour l'instant. Les visiteurs, on les voit. Les visiteurs du Louvre, ils passent à côté de nous. Ils vont là-bas parce qu'ils ne payent pas. Attendez l'année prochaine. Quand vous voyez des boulangeries comme ça, ils ont fermé. 1, 2, 3, il est fermé. Combien qu'il y en a? Etam, il n'est même pas repris. Les gens, ils ont peur. Là, il devait avoir une brasserie. Et ça n'a pas été fait. Ah non, c'est en train de mourir. Hein. Bruno Rosic, lui, est un patron heureux et fait volontiers visiter son nouvel établissement, un bar, un restaurant au ton acidulé pour attirer le visiteur branché. En semaine, ça nous permet de recevoir les visiteurs du Louvre, des bus notamment, les Belges qui viennent en nombre visiter le musée. Et puis le week-end, l'ensemble des salles nous permet de réaliser des événements type mariage, fête de famille. Avec près de 2 millions d'euros d'investis, pas question d'attendre le client. Celui qui est aussi président des commerçants de Lens a passé des contrats avec des voyagistes belges.
Alors, par exemple, on a un carnet de commandes qui est bien rempli pour le mois de septembre, par exemple. Vous voyez, nous avons des Probus, Vauban, ça ce sont des bus belges. Puis encore des Belges, les offices de tourisme, des repas de mariage et autres. Et ce qui est magnifique, c'est que ce soit la culture qui vienne au secours de ce territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a guère plus que la culture qui puisse être mobilisateur et qui puisse, autour d'un projet comme l'arrivée d'un musée, faire venir des touristes en nombre et puis développer une économie pour le territoire. En dehors des emplois créés, c'est aussi les emplois sauvés. Parce qu'on a un commerce qui est, comme partout en France, qui a des difficultés qui ne sont pas forcément passagères. Et on se rend compte que le commerce du centre-ville, même s'il a encore des passages qui peuvent être délicats, notamment par rapport au potentiel de revenus de notre population, retrouve un second souffle avec les visiteurs du musée du Louvre. Donc ça nous permet aussi de sauver des emplois. On a par exemple aussi un restaurant, deux restaurants qui vont ouvrir là à la rentrée, sur des concepts complètement innovants par rapport au centre-ville de Lens. Des services de restauration où le restaurant avait déjà du mal à faire le plein sur un service, maintenant il arrive à faire 2 services. Donc vous voyez, quand je parle de sauvegarde d'emploi, c'est aussi à ce niveau-là. Des emplois sauvés, d'autres créés, mais pour l'instant, on est bien loin du compte. Dans la zone d'emploi du bassin minier, au début de l'année, on dénombrait près de 34 000 chômeurs, soit la population de la ville de Lens. Mis bout à bout, le Louvre n'en a créé que quelques centaines. Lens n'est pas Bilbao. Il y a souvent une comparaison qui est faite avec Bilbao et Guggenheim. On peut évidemment faire la comparaison. On est dans des régions industrielles, anciennement industrielles, dans des régions qui ont connu de la crise et des régions qui ont fait le choix, ou en tout cas qui ont l'ambition de relancer leur activité en passant de l'industrie lourde à la culture. Dans cette hypothèse-là, il y a évidemment une comparaison directe, de la même façon qu'on a pu le faire par exemple pour Pompidou-Metz, avec un secteur industriel qui lui aussi était en déshérence. La différence, c'est d'abord que Bilbao, c'est quand même au sud, beaucoup plus au sud. Donc il y a du soleil, et donc c'est un attrait complémentaire ou supplémentaire. Il y a aussi que Bilbao, c'est la première ville du Pays Basque, ce qui est loin d'être le cas de Lens. C'est également un port, et donc il a d'autres atouts auxquels ne peut pas prétendre Lens. Et puis Bilbao, c'est le premier. Bilbao a réussi, donc c'est évidemment un objectif à atteindre, mais on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler effectivement pour Lens. On peut espérer, et c'est vraiment le pire qu'on puisse souhaiter, c'est que ça soit au moins aussi bien qu'à Bilbao, mais on ne le saura pas avant une dizaine d'années. Direction la gare de Lens pour l'arrivée du TGV de Paris. Une gare art déco aux allures de locomotive. À l'intérieur, pas grand monde. En ce vendredi du mois de juillet, en pleine saison estivale, à peine quelques touristes étrangers, à la recherche d'un peu de fraîcheur, en attendant leur retour à Lille, comme ce couple de Canadiens venus voir le musée pour la journée. Yeah, this is our first time actually know about the city because of the museum. Like it's just we traveled between the station and the museum, so we didn't get a lot of time to actually go to other places. But we actually got the book so that, you know. So we got this one because it actually shows a lot more information about the area and the town. So that will be good. The next time when we are in the neighborhood, we'll be able to actually go to other places. We spend more time. Car à Lens, pour retenir le touriste, tout reste à faire ou presque. À la sortie de la gare, une bâche recouvre la façade de l'ancien cinéma Apollo, salle de spectacle mythique de 2400 places, où Edith Piaf et Sidney Bechet se sont produits. Fermé il y a près de 15 ans, le site doit accueillir un nouveau complexe hôtelier 3 étoiles. Les gens, quand ils sortent du Louvre, 18h, on fait le tour de Lens en voiture, à pied, et puis on a peut-être envie d'aller voir ailleurs si c'est pas un peu plus attractif, ne serait-ce qu'avoir un cinéma par exemple. Nous sommes dans le plus bel établissement de la ville. Niché au cœur de la zone commerciale de Lens, les retombées du Louvre
4 réservations par semaine, pas plus. Pragmatique, le directeur de cet hôtel attend beaucoup de la construction d'un autre équipement public tout proche, et pas n'importe lequel. La nouvelle prison, dont on devine les miradors au-dessus des hypermarchés. Oui, on entend beaucoup de la prison. Bon, c'est quand même un peu curieux, mais c'est comme ça. Parce que bon, là, c'est un établissement qui sera destiné à recevoir des longs séjours, des longues peines. Donc, ça risque de générer un trafic, si je puis dire, de clientèle pour les visites, les avocats, les choses comme ça, quoi. Donc ça, effectivement, le fait de l'avoir à notre porte, c'est un plus. On attend beaucoup de ça, ouais. Faire rester les touristes, oui, mais pour voir quoi? Terril, cité ouvrière, le bassin minier récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, espère faire de son passé industriel et historique un atout supplémentaire. Encore faut-il le faire savoir et l'organiser, et tous les moyens sont bons, même les plus modestes. Nous sommes à Euralens. L'association réunit acteurs locaux et politiques. C'est à elle que revient la difficile mission de développer le territoire après l'arrivée du musée. À sa tête, l'ancien directeur de cabinet de Pierre Mauroy, la même équipe que celle qui avait réussi à transformer le quartier de la gare TGV de Lille en quartier d'affaires. Dans les cartons, un pôle d'excellence sur les métiers d'art, un autre sur le livre numérique, des espaces verts. Sur les 13 projets aidés par Euralens depuis sa création, un seul est un projet totalement privé. Ce matin, Michel Desvignes a fait le déplacement depuis Paris. Grand prix d'urbanisme, il vient remettre ses premières orientations. Un œil neuf posé sur des vestiges industriels. Donc tout ça pour vous mettre à l'aise. Ce qui est souvent beau, on a des paysages quasi américains. Là, la beauté, c'est presque les grandes plaines américaines. C'est le vide, les constructions souvent au pied du terril, forcément. C'est l'histoire du système. Et puis ces choses qui émergent. Ça, c'est d'une beauté incroyable. Peut-être qu'on arrive à se fabriquer l'image de ça, petit à petit. Dans ses valises, le projet de chaîne des parcs ou l'idée folle de relier par des circulations douces les anciennes mines reconverties en jardins publics à ciel ouvert, une utopie de papier pour l'instant. On a imaginé qu'en réalité, cet ensemble de parcs sont capables de composer un espèce de grand ensemble, une chaîne de parcs, ou font un système de parcs à l'échelle du bassin minier. La transformation d'une ville est un processus lent. Les élus ne l'entendent pas toujours parce qu'évidemment, ça renvoie à l'éventuelle précarité de leur mandat. Beaucoup d'élus n'ont pas cette inquiétude et ont une vision à long terme. Et je crois que dans cette région, les gens ont une vision à long terme. Ils ont accompagné la mutation du bassin minier. Et je crois que personne n'est inquiet du temps qu'il faut pour la mutation d'un tel territoire qui peut relever du temps de la vie d'une génération. J'ai toujours demandé aux électeurs qui me l'ont toujours accordé, à nous, socialistes français, de la patience, de la discipline et de la volonté. Les électeurs du Nord-Pas-de-Calais sont admirables, ouais. Et jusqu'à présent, ils ont en quelque sorte fait ce qu'aucune région de France n'a véritablement fait. Hein. Ils ont piétiné sagement devant l'avenir. Attendre et pourtant, il y a urgence. Nous sommes à Hénin-Beaumont, bastion du Front National, rue de l'Industrie. Cette forge paraît tout droit sortie du passé et survit comme elle peut. Ici, on fabrique des pièces pour le transport ferroviaire. À l'ombre de la toiture en tôle, la température frôle les 70 degrés et oblige les forgerons à déposer tous les quarts d'heure. Comme disaient mes collègues, de remonter cette matière, la faire relever comme ça, c'est tout un art. Finalement, ils font de l'art.
faut pas avoir peur du mot. Forgeron, c'est pas uniquement taper avec un marteau. Il y a quelques mois à peine, l'entreprise a failli fermer. Mauvaise gestion, appareil productif obsolète. Sur les 150 salariés présents à l'époque, seuls 45 ont conservé leur poste. C'est effectivement difficile. C'est difficile. La conjoncture est très difficile. Naturellement. Ouais. Autour de la table ce jour-là, Bertrand Péricot. Cet élu communiste s'est battu aux côtés des salariés du patron pour sauver la forge qui fait figure de rescapé. Ici à Hénin-Beaumont, on a fermé Sublistatique, on a fermé les Samsonite, là, les valises. C'est évident que ces scandales qui sont arrivés, qui ont touché les industries héninoises, quelque part, elles ont contribué à forger un état d'esprit, une conscience politique, entre guillemets, qui a favorisé Marine Le Pen, pour dire les choses clairement. D'ailleurs, dans l'affaire Mécastamp, Marine Le Pen n'a pas été absente. Hein. Elle en a... à la tribune de la région, elle a aussi utilisé la tribune de la région sur cette question pour dénoncer ce que tout le monde dénonçait, c'est-à-dire le pur scandale qu'aurait été la fermeture de cette entreprise. Une de sauvée pour 10 de fermée. Avec 360 000 chômeurs, le Nord-Pas-de-Calais atteint des tristes records. Tous les mardis depuis 10 ans, les anciens de l'usine Métal Europe se réunissent au premier étage de la mairie de Courcelles-lès-Lens. Dans les conversations, on est loin du Louvre. Sur les 700 salariés licenciés à l'époque, 500 ont retrouvé une solution stable. Les autres, comme Jean-Luc, enchaîne les CDD et les périodes de chômage. Aujourd'hui, il est au RSA. Je ne suis pas très fier de moi parce que on ne vit pas avec 450 euros. Et comme je vous dis, heureusement qu'on fait mon travail, mais c'est pas la mentalité d'un homme de faire travailler sa femme pour se nourrir. C'est le devoir d'un homme de faire un travail. Mais malheureusement... La question aussi, c'est de savoir si les populations anciennement industrielles, anciennement ouvrières, peuvent occuper des emplois. Alors, certainement dans la mise en œuvre des infrastructures, peut-être plus difficilement, ou en tout cas au prix d'une reconversion et d'un apprentissage qui est parfois difficile, des nouvelles modalités de travail. Très très beau. Vous voulez que je vous l'amène à la voiture ou... Non, je vais la prendre. 20 ans après l'accident qui a coûté la vie à 10 de leurs collègues, les anciens de Métal Europe se réunissent dans leur usine, reconvertie en site de dépollution. Quand on a connu Métal Europe, on est un peu déçus de voir ce qui se passe ici, hein. C'est vrai. Hein. C'est pas fermé, mais on n'a plus les 800 d'emplois ou 900 d'emplois qu'on avait auparavant. Ah, ça c'est bien. Maintenant, il reste combien là 100 personnes à peine. Et on avance de la gauche vers la droite. Je voudrais, avec vous, rendre hommage aux 10 victimes de cette catastrophe. Dans cette personne, enfin les personnes qui ont été tuées, j'avais un jeune que j'ai élevé. Ça fait énormément de chagrin. 1 minute de silence à leur mémoire. Dans l'assistance des ex-salariés et surprise, le DRH de l'époque a fait le déplacement. J'étais à ah ben voilà, Alain Moriès. Notre ancien directeur de DRH m'a dit qu'il allait essayer de venir, il est là, Alain Moriès. Aujourd'hui, après 10 ans chez Coca-Cola, il travaille pour une grande marque de luxe. Pour lui, la culture et le tourisme ne remplaceront jamais l'industrie. Un pays qui, pour moi, n'a plus d'industrie, c'est un pays qui n'a plus de colonne vertébrale. Parce que les services, les loisirs, tout ça, c'est très bien et ça offre des emplois, mais ça ne crée pas de vraie valeur. La valeur, elle se crée quand même dans le monde industriel. Après, on la transforme, on l'adapte, on vend du service, mais ça ne crée pas de la valeur. Le vent du Nord a souvent le beau temps. Albert, en 92, quand on avait eu le gros clash là, du transformateur, oui. On avait plongé l'usine dans le noir à 19h, je me suis retrouvé. On retrouve Bertrand Péricot. Entre visites d'usine et rencontres avec les salariés, il enchaîne les déplacements, 70 000 km par an. Mais ça peut être très confortable d'aller de réunion en réunion. Intellectuellement, c'est quelquefois très satisfaisant.
Mais à quoi ça sert? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec des syndicalistes de la CGT proches du Parti communiste pour faire un état des lieux de l'emploi industriel dans l'ouest du département. Hop! Comment ça va? Et ils avaient redémarré un petit peu. Ils vont refermer. Ah ben sur l'emploi industriel, il est en train de dégringoler à la vitesse grand V. L'année dernière, on a perdu 12 000 emplois industriels en région, officiellement. Et sur les 10 dernières années, on peut estimer à 100 000 le nombre d'emplois industriels qui ont été perdus. Donc c'est une très grosse hémorragie. Des musées à la place des usines, des cars de touristes à la place du transport de marchandises. Ici, personne ne croit à cette promesse de développement. Il y avait de la dentelle à Calais, on a fermé la dentelle, il y a le musée de la dentelle. On avait de la mine, on a fermé les mines, on a ouvert les musées de la mine. On liquide la pêche sur l'Étaplois et puis on a ouvert le musée de la pêche à Étaples. Sur Dèvres, on avait la faïencerie, on a fermé les usines de faïence, on a ouvert un beau musée de la faïence. Bah, on peut continuer comme ça, hein. On a un beau musée du textile. Et les gens là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va demander, on va embaucher des gens pour faire des figurants, on va les déguiser en mineurs et on va leur faire distribuer des gaillettes à des touristes éventuels. Non, c'est pas très sérieux. Moi, je suis pour le tourisme, il en faut, pourquoi pas. Notre région a plein d'atouts, des cocotiers, du soleil toute l'année, des plages de sable blanc avec une mer à 25 degrés. Mais enfin, bon, bref, un peu d'industrie, ça peut pas faire de mal, et c'est un peu la nature du plaidoyer. C'est pas un thème nouveau, hein. C'est la fameuse politique des 3T qu'avait préconisé le président Percheron, à un moment aussi où le département était en crise économique. De toute façon, on est ici en permanence en crise économique. C'était le tunnel, le TGV et le tourisme qui allait nous permettre de dépasser la crise industrielle et une espèce de passé industriel voué à disparaître définitivement, quoi. Un bijou sans écrin. Voilà comment, hors caméra, certains hauts fonctionnaires parlent du musée. Mais l'arrivée de toutes les réserves du Louvre à Lens pourrait bien changer la donne. Michel Denis est un habitué des lieux. Il vient en voisin 2 à 3 fois par semaine. Parmi les quelques 200 œuvres présentées, ce jeune retraité a ses préférences. C'est un Greuze, c'est la mort du père, hein, c'est un tableau dramatique. Voilà. Donc le fils prodigue vient de revenir et puis il va être malheureux jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il n'aura pas revu son père vivant et il ne se sent pas réconcilié avec lui. La tristesse est tellement grande, même le chien est triste. Encore un tas d'autres choses dedans, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Les enfants qui se disputent avec leurs parents et puis qui arrivent trop tard pour se réconcilier au moment de la mort, je pense que c'est un drame, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Toute sa vie, cet ouvrier spécialisé l'aura passé à la Française de mécanique, à construire des moteurs pour Renault et Peugeot. Le Louvre a été comme une révélation. Ça vous remplit vraiment complètement, quoi. C'est plus une coquille vide. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel petit sujet d'air, que ce soit dans n'importe quoi, on y va et puis on essaye de comprendre, et c'est trop d'ailleurs. Parce qu'il faudra avoir 1000 vies pour arriver à comprendre le 10e de tout ce qu'il y a autour de vous en art. Sur le mur, un tableau d'un tout autre genre. Le portrait d'un jeune homme en uniforme, le fils de Michel Denis. Un fils d'ouvrier devenu polytechnicien, preuve, s'il le fallait, qu'on peut échapper à une histoire écrite d'avance.